Maintenant, nous allons passer à un peu un problème, pas en aval, mais enfin, sur la problématique de la conservation, de l'archivage des données et de la facture électronique. Et je demande à Madame Annie Morel, avocate fiscaliste de EY Avocat, parce que maintenant on dit EY, hein. Voilà, et non plus Ernst Young. Young, ça vient de Arthur Young. Et moi, j'ai été chez Arthur Young il y a très longtemps, et on avait des bulletins de paye au nom de M. Durando. Je pense que certains se souviennent de ce nom, qui était le correspondant en France de Arthur Young. Donc on disait, c'est Arthur Young. Et quand j'étais stagiaire chez Arthur Young, on signait Arthur Young. Arthur Young. Et quand on n'avait pas beaucoup de boulot, on s'amusait tous, les jeunes là, à imiter la signature de Arthur Young. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Non, maintenant, c'est vous qui signez. Et en bas, c'est marqué avocat fiscaliste, EY. Yes. Parfait. Jean Saffort, l'indispensable Jean Saffort, expert comptable, président d'honneur de la FNTC, Fédération des tiers de confiance numérique. Stéphane Gache, qui a très longtemps travaillé dans les services du Conseil supérieur, au grand bonheur du Conseil supérieur, qui est actuellement délégué général de Chambersheim. Emmanuel Spina, adjoint à la directrice de l'Agence pour l'information financière de l'État, AIFE, et directeur du programme facturation électronique. Pourquoi adjoint, oui, excusez-moi. Voilà, donc j'ai bien dénommé les uns et les autres. Alors là, Jean, je te laisse animer, parce que c'est ta deuxième vocation. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, vous avez vu qu'on a une partie qui va être un petit peu large. On va prendre 1h15 parce que là, le thème est très large. Parce qu'avant de parler de conservation, on va d'abord se poser des questions. Qu'est-ce qu'on conserve? Bon, donc notre partie, on va découper un peu notre présentation à 4. De la façon suivante, on va déjà se poser la question qu'est-ce qu'on doit conserver et sur quelle durée? Parce que l'archivage, qu'il soit papier ou électronique, pose la même question. Quel délai de conservation et quoi conserver et sur quelle durée? C'est important. On fera un petit focus facture parce que pour parler de la facture électronique, sans avoir rappelé les fondements même de la facture électronique et de l'article 289 grand 7 du CGI, c'est un petit peu compliqué tant qu'on ne sait pas de quoi on parle. On fera un petit focus sur les documents électroniques, les originaux électroniques, l'évolution des ordonnances, voilà. La signature électronique, parce que tout ça, ça va intervenir. Et enfin, pour pouvoir arriver à l'archivage, parce que pour pouvoir faire de l'archivage, il faut avoir fait un peu le tour, brossé rapidement. Donc, vous voyez, l'ordre du jour est sérieux et costaud. Et puis ensuite, on demandera un grand témoin qui s'est lancé quand même beaucoup là-dessus, Coris Pro, donc la IFE. L'Agence informatique et financière de l'État. Voilà, Emmanuel viendra un petit peu aussi nous faire un témoignage sur où on en est et comment ils font. Voilà, on y va parce que je ne voudrais pas manger le temps de chacun. Donc, c'est la zapette, ça? Tu appuies sur le vert, non? J'appuie sur le vert, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Donc, je vais commencer à me tourner vers toi, Annie, pour que tu nous dises un petit peu quel document. Alors, on a fait un résumé parce qu'il y avait 7-8 pages. Et vous aurez le complet en ligne. On a tourné sur beaucoup de contrats, beaucoup de choses. Enfin, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, on va juste présenter les quelques cas qui se rapprochent le plus de l'entreprise, du code de commerce et de la fiscalité. Alors, effectivement, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous n'allez pas repartir d'ici avec toute la liste de ce que vous devez archiver et les durées pour lesquelles vous devez conserver ces différents éléments. Par contre, on va essayer plutôt d'avoir un ordre, je dirais, d'idées, de principes sur lesquels réfléchir, parce que si on doit se poser la question de qu'est-ce qui est à archiver, pendant combien de temps et sur quel support, eh bien, malheureusement, il faut que vous preniez les différents codes, le code civil, le code de commerce, le code général des impôts, le code de douane, il faut que vous alliez du côté des droits du travail, il faut que vous regardiez aussi les codes spécifiques, par exemple sur la téléphonie. Donc, vous avez une matière pléthorique sur les règles d'archivage. Par contre, il faut que vous ayez en tête que, quelque part, vous avez deux typologies de catégories d'éléments archivés. C'est ce que j'appellerais le document. Donc, dans un temps lointain, ce document était forcément du papier. Ce document était quelque chose ou que vous émettiez ou que vous receviez, et c'était du papier.
Et puis, vous avez, dès 1990, avec l'administration fiscale, la notion de système d'information et majoritairement de data qui doivent être archivés. Donc, on a ces deux catégories, le document et la data. Après, au niveau des durées d'archivage, alors, on a des règles à peu près, je dirais, en termes de durée d'archivage qui sont similaires en fonction des codes. Donc, si on est sur le code de commerce, on est sur des durées d'archivage qui sont de 10 ans. Quand on est sur le code civil, on a des durées d'archivage qui sont de 30 ans. Quand on est dans le droit du travail, les durées d'archivage peuvent être encore plus importantes que les 30 ans. Quand on est au niveau de l'administration fiscale, on a des durées d'archivage qui tournent autour des 6 ans ou des 3 ans. Et quand on est sur le code des douanes, on est sur des durées d'archivage de 3 ans. Donc on voit qu'en fonction des réglementations, vous avez des durées d'archivage qui sont diverses et variées. Si on vient du côté code de commerce, j'aimerais qu'on fasse un focus par rapport aux états comptables. Alors, ayez en tête que même si maintenant on a le fichier des écritures comptables, même si maintenant, normalement, un inspecteur des impôts n'a plus vocation à vous demander vos états comptables, s'il vous les demande, je pense qu'il faudra que vous ayez en tête que la situation de la société est en difficulté par rapport à la qualité de la comptabilité, en tout cas de son appréciation par l'inspecteur des impôts. Mais il n'empêche qu'en 2006, l'administration fiscale a rappelé que les sociétés avaient une obligation d'archiver les états comptables sous format électronique à partir du moment où ils étaient générés à partir d'un logiciel. Ça, c'est un premier point. Elle a aussi rappelé, toujours en 2006, en s'appuyant sur le Code de commerce, en s'appuyant sur l'article R123-173, que vous aviez l'obligation en tant que commerçant de tenir des registres comptables obligatoires, le livre-journal et le grand livre. C'est très souvent des états comptables que vous ne générez pas parce que vous avez l'impression que vous allez dépeupler des forêts entières de France et de Navarre. Mais il n'empêche que ces états comptables sont toujours obligatoires et que quand le rejet de la comptabilité est envisagé, ce sont des états comptables qui vous sont demandés. Ce sont aussi des états comptables qui vous sont demandés par le juge quand vos sociétés peuvent être en difficulté en termes de règlement judiciaire ou en termes de liquidation judiciaire. Donc, ayez en tête que ces états comptables sont obligatoires. Alors, sous forme papier, avec la possibilité de demander une cote et un paraphe, et l'administration fiscale a précisé dans sa doctrine, en 2006, que ces documents obligatoires pouvaient être uniquement sous forme électronique, à partir du moment où ils étaient identifiés et datés lors de leur établissement par tous les moyens offrant une garantie de preuve. Elle a aussi toujours précisé dans sa doctrine administrative qu'en termes de conservation de ces états comptables obligatoires, l'utilisation de la signature électronique pouvait être une possibilité pour vous de disposer d'états comptables réglementaires obligatoires avec un format électronique accepté, ce qui vous évite d'avoir à les imprimer. Donc on voit qu'il y a eu toute une réflexion. Sachez que la dématérialisation de la comptabilité avait été envisagée dès 1980, avant l'existence de la signature électronique, et qu'à l'époque, les juges et les huissiers de justice n'avaient retenu qu'une seule solution technique, c'était un boîtier électronique scellé pour apporter une datation certaine, avec un logiciel pour graver la comptabilité sur des supports électroniques non réinscriptibles. Donc l'utilisation de la signature électronique vous donne quelque chose de techniquement de beaucoup plus simple, mais ça fait partie des éléments qui font que vous pouvez aller vers la génération de ces états sous une forme dématérialisée. Et donc là, on rentre un peu aussi dans cette autre notion sur laquelle on va parler un peu plus de manière approfondie après, c'est qu'est-ce que je dois archiver de manière électronique? Est-ce que c'est un original électronique, ce qui veut dire que vous ne générez qu'un original électronique et pas de papier, ou est-ce que j'ai la possibilité, à partir du papier, de générer une archive électronique, alors même que ça n'est pas mon original, et est-ce que je ne peux garder que cette archive électronique? Donc on voit qu'il y a eu des réflexions, puisque à partir de 2007, l'administration fiscale avait accepté la possibilité que la facture client que vous devez imprimer en double exemplaire quand vous n'êtes pas en dématérialisation fiscale des factures soit une archive électronique. Et 10 ans plus tard, pratiquement, on a eu le next step, c'est que la facture fournisseur, qui est votre pièce justificative pour la déduction de la TVA, peut elle aussi ne pas être archivée au niveau de son original
papier, quand vous ne recevez qu'un papier, peut être à une archive dématérialisée. On rentrera un peu plus. On va y revenir après. Voilà. Donc ça, c'était par rapport, je dirais, aux documents. Donc on a vu sur le slide suivant qu'on a un certain nombre de documents qu'on vous a listés au niveau de la douane. Si on passe sur le slide d'après par rapport aux règles qui sont aussi posées par l'administration fiscale, on est sur 2 durées en général de 6 ans et de 3 ans. Donc 6 ans, c'est le droit de communication et c'est tous les documents. 3 ans, on a le système d'information. Et pourquoi 3 ans? Parce qu'au niveau du système d'information, et là on vise les données, les traitements et la documentation des systèmes d'information, on est sur des obligations qui sont en lien avec la durée ouverte à contrôle, l'article L169 du livre de procédure fiscale. Donc on voit que droit de communication, tous les documents, tous les états, on est sur 6 ans. Système d'information, on est sur 3 ans, avec parfois des exceptions. Alors, des exceptions en plus, 3 ans, c'est si vous n'êtes pas déficitaire, hein, parce que c'est le droit ouvert sur la période ouverte à contrôle. Donc, si vous êtes déficitaire, c'est plus que 3 ans. 3 ans sont remis aussi en cause si vous avez des provisions statistiques sur lesquelles vous analysez des événements sur des durées supérieures à ces 3 ans. Dans ces cas-là, la durée d'archivage de la data est plus importante. On a aussi, je dirais, des obligations moindres. Quand vous avez d'autres codes qui viennent contredire la durée qui est posée par l'administration fiscale, par exemple au niveau des comptes rendus d'appels techniques de la téléphonie, l'obligation légale de conserver ces éléments que demande le juge quand il essaye de savoir où était monsieur un tel à telle heure, à tel moment sur le territoire, c'est 1 an et pas plus. Et donc là, l'administration fiscale tient compte des limites qui sont posées par d'autres codes, qui sont des durées d'archivage moindres, mais qui sont imposées par la réglementation. Après, toujours par rapport à ça, on voit qu'avec la mise en place des systèmes de caisse ou des systèmes d'encaissement, on a aussi des exceptions par rapport à la conservation de la data. On est sur 3 ans. Maintenant, les données d'encaissement, c'est 6 ans. Donc on voit qu'il y a eu cette évolution et ces exceptions. Les données, c'est la durée ouverte à contrôle, sauf à l'exception des données d'encaissement. Là, on est sur 6 ans. Oui, donc quand même des délais, beaucoup de 6 ans quand même en matière fiscale et beaucoup de 10 ans quasiment en matière commerciale. Donc on va quand même être toujours sur ces données à peu près 6-10 ans. Et comme une facture, elle sert pour la fiscalité à 6 ans et pour le droit commercial à 10 ans, on a tendance à dire c'est 10 ans pour la facture. Bon. Alors justement, la facture, on a parlé un petit peu parce que la facture, il y a un grand doute sur la facture. Et puis on va introduire, ça permettra d'introduire la table ronde d'après, hein, puisque sur la facture, justement, alors je ne l'ai pas appelée électronique celle-là parce que justement, on a un texte sur la facture, le 289 grand 7, qui a une particularité. J'ai voulu vous la résumer très simplement. Voilà. On a le cas général en bas. Si on n'utilise pas les 2 premières façons de faire, hein, donc la voie 2, la voie 3, ce qu'on appelle l'EDI, qui est très ancien, qui marche depuis de longue date, qui marche dans un certain nombre de secteurs d'activité bien définis, où en général il y a un grand donneur d'ordre, quoi, la grande distribution, le transport, la finance, voilà, dans des secteurs comme ça où c'est très très structuré. Donc là, la facture EDI est complètement, elle a une force probante totale et donne tous les éléments qui font que du coup, elle n'aura pas besoin d'avoir en plus la piste de dite fiable que l'on va voir après, puisqu'elle la détient, le DI détient lui-même sa piste de dite fiable en lui-même. Une deuxième forme qui a été validée, qui est une forme de facture électronique aussi, ce qu'on appelle, les 2 cas en haut, on appelle ça souvent dans les entreprises la démat fiscale. Donc la facture EDI, la facture signée. Alors facture signée, on vous dit quand même qu'il faut un certificat niveau RGS 2 étoiles ou plus. Voilà, il y a quand même des contraintes un petit peu là-dessus. Bon, donc ça c'est les 2 cas de figure qui portent d'elles-mêmes leur force probante, c'est-à-dire qui dit que cette facture, elle est bonne, elle est valide, elle est valable et elle permet donc 1 de justifier la dépense et 2 de récupérer sa TVA. Bien sûr, si la dépense est sous réserve que la dépense soit justifiée. Voilà. Mais là, je parle bien sur la forme de la facture. Donc, très clairement, on a ces 2 cas de figure-là.
Et dans tous les autres cas de figure, si je n'utilise pas l'EDI, si je n'utilise pas la facture signée, c'est très simple, je suis dans le cas général, que je sois en facture papier, en échange électronique, envoi par mail, par PDF, tout ce que vous voulez, échange dématérialisé ou échange papier, je me trouve dans l'obligation, pour justifier ma facture, de mettre en œuvre une piste d'audit fiable. Voilà, ma fameuse PAF, elle est là. Je ne vais pas en parler parce qu'on va avoir un long exposé là-dessus. Donc je laisse aux spécialistes le soin de nous parler de la PAF. Donc ça, c'est important parce que là, on est bien dans des originaux. Là-dedans, il y a des originaux électroniques. Et donc, on va en parler après pour savoir comment les conserver. Et puis, on a également du papier avec des règles qui sont totalement unifiées, que je sois dans de la facture papier ou dans de la facture électronique. J'ai les mêmes règles du jeu maintenant qui s'appliquent à toute typologie de facture. Alors, le droit, tout ça, c'est du 2013. Le droit a beaucoup changé. Annie, on va revenir un peu sur le droit parce que l'ordonnance de 2016 du 10 février nous a amené quand même pas mal de choses pour nous définir les originaux électroniques. Donc, on a parlé de la facture, papier, facture électronique. Maintenant, les originaux électroniques. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur notre code civil? Alors, l'écrit électronique, l'écrit numérique, c'est quelque chose qui a été défini et accepté au niveau du Code civil dès 2000. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui est récent, même si les textes ont été revus en 2016, mais depuis 2000, l'écrit numérique a sa force probante et est accepté en tant que tel. Et cet écrit numérique, il s'appuie sur une technologie qui est la signature électronique, soyons clairs. Donc derrière cet écrit numérique, il est accepté et a une force probante à partir du moment où on a une identification de la personne et à partir du moment où vous avez une garantie de l'intégrité de cet écrit numérique. Donc l'identification de la personne, c'est via la signature. La garantie de l'intégrité, c'est toutes les conditions qui sont à mettre en place pour s'assurer que cet écrit numérique dans le temps, va perdurer, va être lisible et va pouvoir être fourni et consulté au niveau du juge. Gardez aussi en tête que cet écrit numérique, on revient un peu sur la notion qui se posait qui s'est posée avec la facture électronique signée, c'était le double original. Donc cet écrit numérique, il est aussi envisagé comme sous la même forme que le papier, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs participants qui signent et qui participent à cet écrit numérique, ils doivent avoir chacun leur exemplaire de cet écrit numérique. C'est cette même logique. On pourrait se dire, j'ai un seul ensemble de data signées qui est disponible. À partir de là, chacun va se connecter et tout. Non, on va avoir une duplication de cet écrit numérique, avec derrière des conditions au niveau de la signature électronique qui doit être utilisée pour signer cet écrit numérique, avec cette signature qualifiée. Donc, ayez bien en tête tous ces éléments-là. Ce qui est récent, par contre, avec 2016, c'est toujours par rapport au Code civil, la possibilité d'avoir une archive électronique de votre original papier. Alors ça, c'est une nouveauté. La copie fiable, c'est une vraie nouveauté qu'on attendait, ça, depuis un bout de temps quand même. Hein. Et donc, on voit aussi que l'administration fiscale a été aussi dans cette logique, puisque par rapport à l'original de la TVA déductible, qui était la facture fournisseur, qu'elle n'acceptait pas sous forme dématérialisée si l'original, au départ, était le papier, elle a suivi le Code civil en 2017, Code civil qui lui avait posé le principe de cette archive électronique en 2016. Donc derrière cette copie fiable, elle doit répondre à certaines conditions, des conditions qui sont soit vous faites votre copie fiable sur un support non modifiable, donc on est vraiment sur une condition qui est posée par rapport au support sur lequel vous archivez cette copie fiable, soit par rapport à des processus, et là on ne traite plus du support, de générer cette copie fiable et de la signer, de l'horodater. Et donc derrière, c'est via ces processus de constitution de cette copie fiable qu'elle sera acceptée en tant que telle. Alors le texte précise aussi que parce que vous avez une copie fiable, vous avez la capacité de détruire l'original papier, mais que si vous l'avez conservé,
Même si ce n'est pas, je dirais, ce qui est recherché quand vous faites une copie fiable, eh bien, vous pourrez être amené à la produire, cet original, devant le juge. Mais la logique veut que cette copie fiable, derrière, donne destruction du papier de départ. Voilà. Donc là, très clairement, le but du jeu, c'est quoi? C'est dire j'ai un processus. Dans un processus, j'ai des originaux électroniques et puis j'ai certains originaux papier qui me dérangent. Ça m'empêche de dématérialiser complètement mon processus. Grâce à la copie fiable, je peux compléter complètement ma dématérialisation et enfin, juridiquement, on a une capacité de faire complètement. Alors, l'administration fiscale, c'est d'ailleurs, nous a fait un espèce de copie fiable juste après la sortie de ces textes du Code civil, puisque on a eu dans la loi de finances rectificative 2016, on a eu justement la possibilité de faire l'équivalent de la copie fiable et donc le double électronique de la facture papier originale. Voilà, pour être un petit peu compliqué. Donc, je peux prendre une facture papier, parce que j'ai dématérialisé presque tout, il me reste quelques factures papier. Je prends ma facture papier, j'en fais un double original, mais avec quand même des obligations qui sont un petit peu draconiennes quand même sur la forme, la reproduction à l'identique, il faut garder les couleurs, il faut garder le cadre, les logos, les trucs, les bazars. Il faut vraiment que je la reconnaisse, ma facture. Hein. Ce n'est pas seulement garder les datas, c'est vraiment garder la facture et toute sa forme. Un archivage obligatoire et un horodatage ou un scellement électronique. Donc c'est quand même c'est presque aussi, un certificat prêt, c'est presque la même obligation que pour l'émission d'une facture électronique originale dès le départ, ce qu'on avait appelé la voie 2 tout à l'heure du 289.7. Donc on est sur des formes avec des outils assez semblables. Et là, quand même, comme on remplace un original papier par un original électronique, on nous en met même un petit peu plus, puisqu'il y a une obligation de horodatage. Et là, l'archivage est même obligatoire dans le texte. Donc, et ça veut dire quoi, là, RGS, TSL Alors, RGS, c'est le référentiel général de sécurité qui classe les certificats en 3 catégories, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et donc, on a deux catégories différentes. Et TSL, on va en reparler juste après dans la signature. Je vais passer la parole. Merci de me poser la question. Ça va me permettre de passer la parole tout de suite à Stéphane, qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que la signature, le règlement européen, la TSL, le RGS. Ben voilà. C'est fait. Merci pour cette... Pourtant, je n'ai pas distribué les questions. Hein. Alors, la signature électronique, justement, parce que partout, on n'a pas un seul document électronique sans qu'on évoque un système de signature électronique, que ce soit pour un scellement ou que ce soit pour une signature. Merci du passage de témoin. Et je pense qu'au-delà même de la signature électronique, depuis ce matin, un certain nombre d'intervenants vous ont parlé de systèmes d'intégrité, de conservation du document. On a parlé même de hash. Et donc, il était intéressant pour nous d'introduire dans cette journée un petit focus pour aller de la sécurité des données à la signature électronique. Pourquoi faire cette progression? Parce qu'en fait, on va utiliser les mêmes technologies, qui sont les technologies liées à la cryptographie, qui sont les technologies qui vont permettre de rendre un document électronique intègre, ou un ensemble de données, d'ailleurs, intègre aussi, parce qu'un document, c'est le rassemblement d'un ensemble de données sous forme structurée et compréhensible. Et donc, pour rendre intègre un ensemble de données électroniques ou un document électronique, on va utiliser une technique qui s'appelle le hash, qui consiste à prendre une empreinte et à sécuriser cette empreinte de manière à ce que si on modifie le document d'origine, eh bien l'empreinte elle-même ne corresponde plus au document et qu'on puisse dire que le document a été modifié. Voilà ce qu'est une technique de hash et ce qui est aujourd'hui quasiment au cœur de tous les dispositifs de sécurité de données. Ces techniques, elles vont être utilisées sur un document lui-même, mais elle va être utilisée entre deux documents pour faire un chaînage. Et puis, à un moment donné, on va se dire, oui, mais c'est bien d'avoir un chaînage, mais il faudrait que je puisse authentifier l'utilisateur. Et donc, on va associer ces techniques de hash à un certificat. Alors, pas le même certificat que celui dont on a parlé sur la conformité, bien entendu, mais un certificat qui est une carte d'identité et qui va simplement indiquer que ce hash est utilisé avec une clé, ce qu'on appelle une clé privée, et que cette clé privée, elle est détenue par telle entité, on va en reparler tout à l'heure. Cette entité peut être une personne physique ou peut être une personne morale. Et donc on voit qu'avec une seule technique qui est le hash, eh bien, on peut couvrir un ensemble d'utilisations, puisque on va être aussi bien sur l'intégrité du document que sur l'authentification de l'émetteur du document qui va posséder le hash. Mais ce sont deux techniques différentes et bien entendu, il n'y a pas d'obligation d'utiliser la signature électronique
quand il n'y a pas obligation d'identifier l'émetteur du document. Et c'est en ce sens, on va le voir, que l'on a une différence entre l'obligation sur la facture électronique et l'obligation sur la caisse. Je vais te demander un petit peu. Excuse-moi, H, ça vient d'où? C'est un mot anglais? C'est un sigle? Ça veut dire quoi? Ça vient d'une technique qui est une technique de compression de données. En fait, pas de compression au sens de transformation des données pour pouvoir les restituer comme des logiciels de compression, mais qui va prendre un échantillon en fait, du document pour en fait en faire une empreinte. C'est une espèce de signature interne. Une empreinte faite avec un certain nombre de données du document. Et le hash, il a différentes puissances. On peut faire des hashes extrêmement simples, ce qui veut dire que s'il est simple, il est reproductible. S'il est reproductible avec les techniques modernes, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir le recalculer et donc casser le hash. On a aussi tout au long de la journée parlé d'évolution des technologies. Et bien entendu, les techniques, plus elles sont fortes, plus le hash va résister. Bien sûr. Et c'est à ça que sert l'archivage, c'est-à-dire l'archivage va permettre de conserver ces technologies dans le temps. Alors, justement, aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus de caisses, on facture un petit peu également, et on a des obligations différentes. On nous parle d'intangibilité, mais on ne sait pas si c'est de l'intégrité, si c'est de ceci, si c'est de cela. Ce serait peut-être de faire un petit point là-dessus. Alors, on a une différence fondamentale entre l'obligation des caisses enregistreuses et l'obligation de la facture électronique dans la voie 2 du 289 article 7. La différence fondamentale, c'est que dans le cas du 289 article 7, on a besoin d'authentifier l'émetteur de la facture. Et pourquoi on a besoin d'authentifier l'émetteur de la facture? Je ne me permettrai pas de faire une exégèse des textes, mais simplement parce que ce document, il vit dans la nature tout seul. Il va être émis, il va circuler, et donc quand vous allez recevoir ce document à distance, vous devez vous assurer que le document a bien été généré par la partie qui prétend l'avoir généré, c'est-à-dire le fournisseur, ou en tout cas son mandataire. Alors que lorsque vous êtes dans un système de caisse enregistreuse, eh bien vous êtes dans un système qui est chez vous, et dans lequel vous allez avoir un chaînage des tickets les uns avec les autres, et donc forcément on peut supposer que si le système est chez vous, eh bien, il est chez vous, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Et donc on voit qu'on a deux finalités différentes, mais au cœur duquel on a de toute façon un système de chaînage. Et dans cette préparation, Marc, tu m'excuseras de cette anecdote, on a, lors de la réunion de jeudi dernier, j'ai plein de témoins dans la salle, utilisé un mot qui aujourd'hui est à la mode et qu'on n'a pas mis dans les slides, qui s'appelle la blockchain. Eh bien, la blockchain, c'est la même chose. La blockchain consiste à chaîner des documents, et pour chaîner des documents, on va prendre des empreintes de hash et on va mettre ces empreintes de hash les unes après les autres. Donc on voit que toutes ces technologies, en fait, tournent autour des mêmes systèmes et qui sont, un, parfaitement compatibles et deux, parfaitement évolutifs les uns avec les autres. Ah, je savais bien que tu mettrais un petit coup de déminage quand même, quelque part. Alors, par contre, là-dedans, tout ça, justement, comme William nous le disait tout à l'heure, TLS, RGS, tout ça, ça vient d'où? C'est quoi ces trucs-là, ces terminologies de sauvage là? Des terminologies de sauvage, mais surtout des terminologies européennes et qui vont permettre en quelque sorte d'avoir une vision uniforme en Europe. Alors l'uniformité étant très triste, il y a obligatoirement certaines particularités nationales, heureusement. Mais en tout cas, l'objectif est bien au niveau européen de s'assurer qu'on ait un texte qui soit beaucoup plus facile à appliquer que ne l'était la directive de 1999, puisque c'est un règlement, que ce règlement, vous le savez, ne nécessite pas de transposition, qu'il est en vigueur d'ailleurs depuis le 1er juillet 2017, après 2 ans de mise en œuvre. Et on a un cadre européen dans lequel tout certificat électronique, et au-delà d'ailleurs des certificats, les services de confiance électronique, sont reconnus à travers l'Europe avec des degrés divers de sécurité dont on va parler, sécurité au sens de la qualité. Et donc IDAS, et là c'est forcément à ce moment-là que j'ai un trou de mémoire sur l'acronyme IDAS, donc vous m'excuserez, c'est le règlement qui va présenter les différents niveaux de certificats, de signatures, mais aussi d'archivage, mais aussi de reconnaissance des signatures. Et puis il y a un deuxième volet qu'on oublie parfois, qui est le volet identification numérique. Et c'est sur cette identification numérique que le règlement IDAS permet en Europe une authentification des citoyens. En France, le programme est porté par le projet France Connect, sur lequel je vous engage à aller voir de quoi il s'agit, parce que ça va être fondateur de l'identité numérique et de son usage aujourd'hui. Mais si on revient donc à IDAS, dans ce qui nous intéresse en termes de certificats, eh bien, on va avoir des certificats pour faire 3 niveaux. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat? Je vous l'ai dit, c'est une technologie de hash
associée à la reconnaissance de l'identité de la personne physique ou de la personne morale. On peut donc facilement en déduire que l'on a deux questions à résoudre. On a une question qui est une question de la technologie utilisée. Est-ce que ce hash, cette fabrication de hash, cette clé privée, puisque c'est la clé privée qui permet de le fabriquer, je la garde sous mon contrôle exclusif ou est-ce que je la pose sur un serveur où tout le monde peut y accéder ou sous forme d'un logiciel? Et la deuxième question qui va se poser, c'est comment j'identifie la personne. Et donc je vais passer de la signature simple qui existe, hein, et le règlement IDAS a apporté cette obligation européenne de reconnaître la forme électronique de tous les documents. Cette signature simple, ça peut être un simple scan. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, le règlement IDAS introduit ce niveau 0. Et évidemment, ce niveau 0 n'emporte aucune reconnaissance juridique, à part son existence de forme juridique du document. La signature avancée, elle va être liée à une première reconnaissance de l'identité de la personne. En général, on parle de signature avancée et d'identité avancée quand on contrôle la pièce d'identité, une ou deux pièces d'identité, et quand on délivre un moyen qui est un moyen qu'on va garder sous son contrôle, mais pas forcément sous son contrôle renforcé, avec des systèmes de sécurité comme un téléphone mobile, par exemple, qui donnent un bon niveau de sécurité, mais pas un niveau absolu au sens du hacking dont on parlait avant sur le plan de l'attaque. On a une protection contre 99%, on va dire, des pirates. Mais c'est le niveau 1, le niveau qualifié, qui va nous donner la garantie absolue de quoi? De l'identité de la personne, puisque pour lui donner sa signature, on va la rencontrer physiquement. Et en France, pour l'instant, la rencontre physique reste nécessaire. On va la rencontrer physiquement, première chose. Et deuxièmement, on va mettre cette signature dans un dispositif dit cryptographique, c'est-à-dire en général une clé USB, qui va permettre de garantir que personne ne pourra la dupliquer. Voilà les trois niveaux simples de signature qui vont venir être utilisés dans des systèmes de cryptographie qui, eux aussi, devront évoluer avec le temps. Si on parle de technique de 2 secondes, hein, on était en MD5 il y a quelques années, et on est aujourd'hui en SHA-256. Bien sûr. Bien sûr. Hein, je suis sûr, William. Je suis sûr, William, que ça t'intéresserait. Et du temps de... Voilà. Alors, oui, justement, il y a des classifications comme ça aussi en France. Oui, on va terminer sur l'aspect signature par le lien entre la technologie et la réglementation, et puis une zone dans laquelle aujourd'hui on est une zone de transition, c'est le passage du RGS, du Règlement général de sécurité, au règlement IDAS. La France avait un dispositif assez puissant avec un certain nombre de solutions de type qualification qui permettaient d'avoir les mêmes niveaux de signature que celles que je viens de vous citer dans le cadre du règlement européen. Et évidemment, un certain nombre de nos textes font encore référence au RGS. Évidemment. La facture, oui. La facture en particulier, puisqu'il est de 2013. Ouais. Mais en revanche, la copie fidèle au sens fiscal, comme tu viens de le dire. 2017. Mars 2017, le décret. Oui. Référence, en fait, les deux types de signatures. Le RGS, une étoile, et la TSL. Et donc, je réponds à la question de William de tout à l'heure. La TSL, c'est ce qu'on appelle la Trust List, en anglais. C'est la liste... T'as compris, Trust List. Trust, yes. Trust, yes. C'est la liste en fait des certificats qui sont conformes au règlement IDAS, qui est publié par l'Agence nationale de sécurité de l'État. Donc, vous le trouverez sur ssi.gouv.fr, et dans lequel vous avez la liste de tous les certificats admis au niveau européen, avec les différentes autorités de certification en France. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de logiciels. Enfin, aujourd'hui, l'objectif de certificat, l'objectif n'est pas de faire une exhaustivité des offres, mais sachez que ça existe et que vous trouverez des certificats de personne morale qui permettent donc de sceller des documents, puisque aujourd'hui, mais je suis le moins juriste dans cette salle, donc je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais quand on fait une signature avec un cachet de personne morale, il n'y a pas d'engagement sur le fond, une société ne s'engage pas. Par contre, on a aussi des certificats de personnes physiques qui, eux, permettent de faire une vraie signature. On a donc deux usages. D'un côté, le scellement de documents, dont la facture, et de l'autre côté, la signature de documents avec un engagement du mandataire dûment nommé dans le certificat. Voilà. Donc ça représente totalement, je reviens à ce que nous a dit tout à l'heure, le scellement, l'article 1366, je crée un original électronique, et puis ensuite la signature, je sors mon stylo électronique pour y apposer le 1367, et je sors mon stylo électronique pour y apposer mon adhésion à l'acte.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise un peu deux mots, parce qu'on utilise le mot signature dans tous les sens, ce qui nous fait un petit peu un vrai bazar, et qu'aujourd'hui on a besoin de faire une différence entre un original électronique non signé, on parle plutôt, nous on utilise le mot scellement, donc j'ai créé un original électronique, et un original électronique signé, et là j'appelle ça un document électronique signé. Et on mélange tout parce qu'on va nous dire oui, mais tout ça c'est fait avec un dispositif de signature électronique. Donc on mélange l'outil avec la typologie de documents et la typologie de force probante et de droit que l'on veut donner au document. Donc là, on a besoin un petit peu de faire un peu de pédagogie pour justement un petit peu vous dire, voilà, l'original électronique, voilà les quelques principes de choses qui seront évidentes dans 3 ans, parce qu'on aura tous pris l'habitude de ça. Mais aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal avec toutes ces problématiques et puis tous ces noms un petit peu qui mélangent un petit peu tout quand même. Alors maintenant qu'on a défini tous ces documents, ben on va se poser bravement la question, oui, mais ces documents, il faut bien les conserver, parce que là, on va parler maintenant du cycle de vie du document électronique, puisqu'on a parlé de la création au démarrage. Donc la création d'un document, je le signe éventuellement, je le fais passer client-fournisseur, on se l'échange, voilà, on le traite, on le met dans son système d'information. Puis après, un moment à un autre, moi j'ai souvenir dans le monde papier, quand j'ai des originaux, j'ai pas pris la mauvaise habitude de jeter mon original. En général, je le conserve, je le mets dans des boîtes à archives. Quand j'ai fini mon année, par exemple en comptabilité, nous, dans nos cabinets, au bout d'1 an, on prend tous les trucs, les documents, la compta, le dossier de travail, les pièces, voilà. On fout ça dans une boîte à archives et puis on va le mettre aux archives. En électronique, c'est exactement la même chose. À part que, on a vu tout à l'heure, Annie, 6 ou 10 ans. Donc on a du 6 ans, on a du 10 ans, on ne va pas se poser la question, c'est presque toujours du 10 ans. Donc attention, nous avons maintenant, on manipule beaucoup d'originaux électroniques, d'accord ? Et il est inconcevable de ne pas les conserver, de risquer de les perdre. J'ai jamais jeté un original papier, donc je ne veux pas jeter un original électronique et je veux le conserver de la même manière. Alors, on a commencé à vous en définir quelques-uns, puisque là, on est dans la vie de l'entreprise, on est dans la comptabilité, le système d'information, les factures, les caisses. Donc, très clairement, dans ces domaines-là, oui, comme on vous a dit déjà un petit peu avant, on va faire un peu la synthèse en parlant d'archivage, comme on vous a dit un petit peu avant, les originaux, je vous rappelle que la comptabilité, c'est seulement un décret de novembre 1983 qui instaure le nouveau plan comptable et qui nous dit depuis cette date-là que les originaux de la comptabilité, ce sont les fichiers. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'originaux. Et c'est vieux cette notion. Alors on n'avait pas les moyens, on ne savait pas comment les garder. On ne nous a pas parlé d'intégrité, d'inaltérabilité, on ne nous a pas parlé de tout ça. Mais on nous a toujours dit, c'est l'original qu'il faut garder, c'est les fichiers qu'il faut conserver. D'accord ? Et le FEC étant d'ailleurs, excusez-moi, qu'une extraction de la comptabilité, qu'une copie. C'est pour ça d'ailleurs que nous on dit il n'est pas nécessaire et obligatoire de faire un original électronique sur un FEC, puisque ce n'est pas un original, c'est une copie. Bon, ce qui n'empêche pas que si on veut le rendre intègre et qu'on veut le sceller, c'est mieux. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est mieux. Voilà. Donc très clairement, les fichiers de la comptabilité informatique, c'est notre premier original qu'on manipule depuis longtemps sans le savoir. Voilà, c'est un peu comme la prose de ce jour-là, tout ça. C'est vrai que j'ai compris ce que tu as dit. C'est fort. Ouais. Ah ouais, j'ai compris. D'habitude, tu me dis toujours que je suis incompréhensible. Ah, c'est pas vrai, non, c'est vachement clair. C'est vrai. Merci. Alors, le premier, la comptabilité, les fichiers de la comptabilité, les factures électroniques, bien sûr, ce sont des originaux. Si jamais je les imprimais en papier, je n'en fais qu'une copie. L'original reste le fichier. Donc ça, je ne peux pas m'en départir, c'est impossible. Et puis, on a vu qu'avec la nouvelle loi, les données de caisse devenaient aussi un truc qu'il fallait rendre inaltérable. On ne dit pas comment, le texte ne donne pas de technique particulière, mais il faut le rendre inaltérable, c'est-à-dire non modifiable. Je ne vais pas dire intègre, parce que intègre, c'est le mot de la loi et ça commence à emmener vers un type d'outil.
Et puis, tous les originaux qu'on a pu voir, là, qui viennent de l'article 1366, j'ai oublié 1367 également, parce qu'il y a les originaux signés, et puis les copies fiables. Donc tout ça, ça va être des nouveaux originaux électroniques que l'on doit à tout prix conserver, parce que je ne peux pas m'en départir. Alors, je profite, j'ai un spécialiste dans la salle, donc je ne vais pas vous décrire moi-même ce que c'est qu'un système d'archivage électronique, hein, parce que Stéphane, tu feras ça aussi bien que moi. Donc ce système d'archivage électronique, c'est quoi? Ça marche comment? Ça fait quoi surtout? Quelles fonctionnalités? On ne va pas trop dans la technique, mais surtout les fonctionnalités. Je vais pas parler de technique. Je vais pas parler de technique du tout. Je vais juste poser une question à haute voix que tout le monde se pose dans cette salle. Mais pourquoi on me parle d'archivage électronique au moment où on m'offre des dizaines de gigaoctets de données dans le SAS, où j'ai plusieurs offres gratuites ou quasi gratuites qui me permettent de dupliquer mes données? Il suffit que je fasse X copies dans le monde entier et je réussirai toujours à récupérer mes données pour les fournir à l'inspecteur au moment où il viendra. Bon, outre la question de la confidentialité sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on a décidé de ne pas parler du RGPD aujourd'hui, ça y est, c'est fait. L'intégrité dans le temps, c'est une question qui n'est pas une question de perte des données, c'est une question de modification des données. On a dit que la technologie évoluait, on a dit qu'on avait déjà fait évoluer les normes du hachage. Il faut bien se rendre compte aujourd'hui qu'une technologie de signature électronique ou une technologie de hash, elle n'a une durée de vie technologique que de la durée d'imagination de nos amis informaticiens et de la durée d'évolution des technologies. Alors on va, après avoir parlé de la blockchain comme totem de la communication, on va parler d'un autre totem de la communication aujourd'hui, qui est l'ordinateur quantique. On dit aujourd'hui qu'on aura des ordinateurs ultra puissants, etc., avec une vraie rupture technologique. Très bien, ça ouvre des fantasmes incroyables. Mais ça ouvre surtout une faille énorme sur les outils que l'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'un document qui a été aujourd'hui signé avec un certificat le plus efficace du monde, si demain on a une technologie qui permet de faire un faux certificat et de le faire dans des conditions technologiques et de vraisemblance absolue, eh bien on peut dans 10 ans faire un retour en arrière, hein, c'est retour vers le futur, et faire un vrai faux 10 ans plus tôt. On l'a vu dans différentes, aujourd'hui, technologies autres, l'imprimerie ou autres, où des technologies se sont banalisées, et on a été obligé de mettre sur des photocopieurs couleur il y a quelques années des détecteurs d'images de billets pour éviter que ces technologies fassent de la fausse monnaie du pauvre, entre guillemets, et pendant un temps ça a marché. Donc on voit que la nécessité de conservation, eh bien, c'est la même que les anciens avaient en Égypte, hein, c'est-à-dire de conserver le document à l'intérieur d'une coque. Et l'archivage, le système d'archivage électronique, il va constituer à prendre un document électronique et à le préserver des évolutions technologiques, ce qui suppose bien sûr que ce document doit vivre dans le temps, parce que aujourd'hui les certificats électroniques, ils ont une durée de vie, encore une fois, technologique, hein, de 5 à 10 ans. Et bien, 10 ans, on est au-delà de la durée de conservation, et donc on va confier à ce système d'archivage électronique le soin de conserver le document, première chose, de le conserver d'ailleurs de façon anonyme, enfin anonyme, pardon. Confidentielle. Confidentielle, merci de venir à mon aide, Jean. Confidentielle. Et le respect du secret professionnel pour nous. C'est extrêmement important. Données qui contiennent aussi des données personnelles, hein, je ne reviens pas dans le cadre fiscal sur les éléments de revenus de certains tableaux. D'en assurer évidemment l'accessibilité, la traçabilité de l'accessibilité, qui va le consulter et à quel moment, et bien entendu de restituer ce document tel qu'il était à l'origine, avec les éléments de preuve qui démontrent qu'il n'a pas été modifié et qu'il n'a subi aucune obsolescence technologique. Voilà, avec quelques fonctions d'inventaire, histoire qu'on soit sûr de retrouver les documents au bon endroit. Et ce que l'on peut dire du système d'archivage, c'est qu'il est d'autant plus efficace qu'il se fait oublier, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans une chaîne de production directement issue des systèmes de gestion et qu'on n'a pas, là encore, des états d'âme à avoir sur la perte éventuelle d'un document au passage ou d'une donnée au passage. Donc on va avoir dans l'exhaustivité des choses qui sont liées à la traçabilité des échanges entrants et sortants dont je viens de parler. Oui, donc si je reprends ton exemple quantique, là, tout à l'heure, bon, on a un petit peu de mal, là, voilà, mais on essaye quand même. Ça voudrait dire que le gars qui me refait un vrai faux dans 10 ans de ma facture, de mon document électronique d'aujourd'hui, je pourrais lui dire, non, monsieur, vous êtes gentil avec votre truc, mais moi, mon original, il est déposé chez tel tiers archiveur, et là, j'ai une convention de preuve. Enfin, j'ai quelqu'un
qui me dira non, non, le truc qui arrive de là, c'était pas celui-là. Il y a le 11 janvier 2018, c'est bien celui-ci qui m'a été déposé. Oui, tu vas l'avoir sous deux aspects, parce que d'abord, tu vas avoir un certificat de dépôt chez ce tiers archiveur, mais certificat de dépôt aussi, tu peux avoir fait un faux, puisqu'on est 15 ans plus tard. Mais surtout, le tiers archiveur, il aura fait quoi, le tiers archiveur? Eh bien, le tiers archiveur, au bout de 5 ans, il aura pris ton document, il aura remis une signature au-dessus, et il t'aura redonné une preuve avec cette fois-ci une technologie qui aura 5 ans plus tard, et puis 5 ans plus tard, il va le refaire. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la momie, c'est-à-dire qu'on va en fait enrober notre document d'un certain nombre de règles de sécurité. Alors toi, tu prends l'exemple des Égyptiens, moi j'en prends un autre pour juste qu'on soit bien clair et terminer avec cette histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un archivage électronique? Moi, je prends l'exemple du Moyen-Âge et des bouquins qui nous sont parvenus. Vous savez, les gros bouquins, là, bien épais, tout et tout, écrits, c'était bien. Ils ne sont pas revenus, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas pu se conserver 800 ans, ces documents, sauf ceux qui étaient dans le noir, qui n'avaient pas de lumière et tout. Mais la plupart, comment ils ne sont pas revenus? Eh bien, il y avait des moines copistes. Quand le support se dégradait, ils reprenaient le bouquin, ils le recopiaient. Et quand le langage avait changé, eh ben, le vieux François avait changé, il le traduisait dans la langue de l'époque. Alors, ça, on ne va pas jusque-là dans l'archivage électronique, si, bien qu'on irait, parce que nous, on ne parle que de 10 ans. Si je parle des archives des notaires, des archives départementales et tout, on est à 100 ans ou plus. Donc là, il y a une évolution des formats, c'est-à-dire le document, il sera pris, quand il sera plus lisible, il sera recopié autrement avec ses éléments de preuve, ses signatures, ses éléments qui seront conservés avec. Ils seront réécrits dans le nouveau langage avec une nouvelle signature, forme, et tout ça pour permettre de le faire. Alors, on voit que c'est ça. On est à des années-lumière de la sauvegarde. Hein, donc, on ne parle pas de sauvegarde, on parle vraiment d'un vrai métier, qui est ce métier d'archivage. Alors, pour permettre ça, il est évident qu'il y a des normes. Parce que vous voyez que c'est quand même un peu compliqué ce métier, c'est pas si simple que ça. Et puis sur des durées à 6 ans ou plus, eh ben, on n'est pas capable de maintenir nous-mêmes, le document en l'état, et 2, éventuellement, tous les éléments qui peuvent l'accompagner, tous les éléments de force probante et de sécurité qui peuvent l'accompagner, son hash, sa signature, son scellement, enfin tous ces trucs-là. Donc pour pouvoir faire tout ça, il était nécessaire, bien sûr, de faire des normes. Hein, et donc la Fédération des tiers de confiance du numérique a donc porté la normalisation, avait préparé une labellisation d'abord, hein, dans les années dans un peu 2004-2005 à peu près, à l'époque, quand je présidais la FNTC, on avait un petit peu démarrer un petit peu tout ça, et ces normes ont été portées à l'AFNOR, avec l'AFNOR, la NF Z42013 sur le tiers archivage. Donc c'est très clairement défini, c'est très très strict, hein, c'est vraiment un métier complètement à part. Et comme il y a un autre outil, on n'a pas voulu faire le détail entre l'archivage et puis les services d'archivage et puis les coffres-forts électroniques ou coffres-forts numériques, parce qu'on s'est dit là on part pour l'après-midi et qu'on va respecter les temps. Donc, il y en a une deuxième qui est sur une composante de coffre-fort numérique qui est la Z42020, voilà, qui va définir. Alors, le coffre-fort numérique, ça permet de faire plus d'échanges de façon sécurisée et tracée, alors que l'archivage, c'est plutôt la conservation du document. J'en dirai pas plus, sinon on va me dire Jean, il est parti, ça y est, on l'arrêtera plus. Alors, quelques obligations, juste pour terminer sur cette partie archivage. On a des obligations tout de même, on en a vu quelques-unes aujourd'hui, donc on voulait vous les résumer quand même. Donc ces documents qu'on a aujourd'hui, l'archivage est obligatoire. Alors il est conseillé dans tout type de démat, bien sûr, mais il est obligatoire pour ce qu'on a vu tout à l'heure, la numérisation des factures papier. Hein, donc ce qui a été un petit peu le texte de la loi de finances rectificative 2016, loi de finances 2016, pardon, du 29 décembre 2016. Donc ça, il y a une obligation, je vous ai rappelé les conditions du décret de mars 2017, il y a une obligation d'archivage dedans. La copie fiable également, hein, donc là c'est l'article 1379 du Code civil, on l'a vu tout à l'heure, que le décret de décembre 2016 rendait une obligation également de conservation. D'accord. On a également un archivage des données de caisse qui est prévu. Alors, on parle de conservation des données de caisse, mais on nous dit qu'il y a archivage à partir du moment où on fait une... zut, je trouve plus le mot... purge. Voilà. Dès qu'on purge, on a l'obligation de faire un archivage.
Donc le mot archivage est bien dans le texte également. Et en plus, les éléments, les grands totaux, les clôtures et tous ces trucs-là, enfin, les totaux doivent être conservés de façon archivée, obligatoirement archivés électroniquement. Et une fois par an. Voilà. Et enfin, dans un certain nombre de textes, on a pu voir un certain nombre d'éléments du système d'information qui doivent faire l'objet d'un archivage. Donc vous voyez, aujourd'hui, quasiment dans toute la matière qu'on a vue, presque partout, il y avait une petite touche d'archivage. Et donc, c'est aussi important de se rappeler que ça a une vraie existence, ce truc-là. Alors, on a des gens qui se sont lancés depuis quelque temps, et puis qui sont en plein milieu de tout cela. C'est pour tout ce qui est le monde de la facture pour le secteur public. Et puis donc, on a aujourd'hui, on voulait avoir un petit peu le témoignage, un peu de Chorus Pro, pour savoir d'abord déjà un petit peu où on en est. Et puis, c'est quoi cette plateforme multimodale, multicanal, ces trucs, c'est quoi tout ça, Emmanuel? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, déjà nous dire où vous en êtes, et puis surtout après nous dire un petit peu comment vous faites, comment vous appréhendez un petit peu toutes ces questions de plateforme? Oui, merci de me donner la parole sur ce point. Peut-être rappeler quelques éléments de contexte tout d'abord, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, il y a une obligation pour les entités publiques de recevoir des factures électroniques. Cette obligation, elle a été couplée à une obligation progressive pour les fournisseurs du secteur public d'émettre des factures électroniques. Donc nous avons commencé avec les grandes entreprises au sens de l'INSEE au 1er janvier 2017. Et donc je voulais vous faire un petit bilan de l'avancement, mais bien entendu, nous sommes désormais sur l'étape des entreprises de taille intermédiaire, 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2019 n'est pas loin, ça concerne les PME, et donc ça vous concerne aussi en grande partie, sans oublier les TPE, le 1er janvier 2020. Donc peut-être vous dire, vous voyez tout ça est relativement complexe et il y a eu une volonté de simplification de la part de l'État, simplification au travers de la mise en place d'une plateforme commune de dématérialisation des factures pour le secteur public. Nous n'avons pas été très originaux, cette plateforme que nous avons appelée Chorus Pro, ce n'est pas très original, c'est une démarche qui a été initiée dans de très nombreux pays européens parce que c'est la meilleure façon de donner une vision unifiée du secteur public. Vous savez que le secteur public, c'est 80 000 entités publiques. Donc si chaque, on va dire, entité publique choisit sa plateforme, ça devient vite d'une grande complexité. Si chaque entité publique peut choisir n'importe quelle norme, ça devient juste impossible pour les acteurs. On l'a vu sur les appels d'offres. Et donc, vous l'avez vu sur d'autres sujets, je n'y reviendrai pas, même s'il y a des réflexions, bien entendu, en la matière. Donc oui, là, on a voulu prendre le sujet autrement, avec cette logique d'une plateforme unifiée, donc une vision unifiée du secteur public pour les entreprises. Alors, où en est-on? Eh bien, écoutez, on peut dire quand même que ça n'a pas trop mal marché pour l'instant, puisque nous avons eu 11 millions de factures émises en 2017. Combien y en avait-il en 2016? Moins d'1 million. Donc, vous voyez l'accélération considérable de la dématérialisation des factures dans le secteur public. Alors, vous allez me dire, il reste du chemin à parcourir. Pourquoi? Notre cible de 2020, c'est 100 millions de factures par an. Donc, il nous reste du chemin à parcourir, mais nous sommes sur une accélération très forte. Et donc, la démarche, elle est très largement engagée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas uniquement les grandes entreprises qui se sont mobilisées. Bien entendu, les grandes entreprises ont dû se mobiliser, puisqu'elles étaient soumises à l'obligation. Et elles représentent donc, aujourd'hui, il faut le savoir, 74% des factures qui ont été émises durant l'année 2017. Mais ça veut quand même dire que 26% des factures concernent des PME et des ETI. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu une anticipation importante de la part des PME, des ETI, des TPE. Pourquoi? Parce que tout simplement, la facturation électronique, avec une vision unifiée, avec une plateforme unique, c'est plus simple. C'est facteur de confiance, c'est facteur aussi un certain nombre de garanties sur le dépôt, ça a été évoqué, avec un certain nombre de technologies que nous mettons en œuvre.
Alors peut-être vous indiquez, ce sont des chiffres intéressants puisqu'on a le recul de l'année 2017. 87% des factures émises par les grandes entreprises le sont en EDI. C'est normal, ce sont des volumes qui sont émis. Et donc, si vous prenez EDF, Orange et d'autres, SFR, je pourrais en citer bien plus, eh bien, ils émettent en volume, souvent sous forme d'échanges de données informatisées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ETI, ça représente, une entreprise de taille intermédiaire, l'EDI représente 75%. Donc c'est quand même important, ça veut dire que c'est un mode qui est majoritaire pour les entreprises de taille intermédiaire. Et ça descend par contre pour les PME à 33%. Mais ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire que même des PME aujourd'hui mettent en œuvre un canal d'échange sous forme EDI, le reste relevant bien entendu de façon plus classique du portail avec plusieurs modes que nous offrons. Je l'évoque rapidement puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Du document signé, du PDF signé traditionnellement, mais aussi bien entendu du PDF simple avec piste d'audit, puisque c'est nécessaire bien entendu selon la réglementation qui doit être garantie par le déposant. Donc cette plateforme, aujourd'hui, vous le voyez, elle traite des volumes très importants et nous avons des ambitions qui sont bien plus grandes pour l'année 2018 puisque nous comptons a priori sur des prévisions de 30 millions de factures en 2018. Donc on va là aussi avoir des facteurs d'accélération très forts. Et il faut savoir bien entendu que la dématérialisation dans le secteur public a un effet d'entraînement sur le secteur privé. Et c'était aussi l'idée, on va dire, du gouvernement en la matière, c'était que le fait que le secteur public accélère sur le sujet permette de développer aussi la facturation électronique plus largement et bien entendu, in fine, c'est un effet d'entraînement sur la facturation inter-entreprise, même si certaines grandes entreprises étaient déjà lancées en la matière. Alors peut-être vous dire un mot sur où est-ce qu'on en est pour les ETI en termes de préparation et en termes de déploiement. Nous avons mesuré sur le périmètre de l'État le taux de dématérialisation des factures des entreprises de taille intermédiaire. Et en fin d'année, nous étions à 50% de dématérialisation. Donc une partie du chemin était parcourue. Ça ne veut pas dire que c'est significatif de toutes les collectivités locales, parce que ce sont les chiffres qui sont fiables de notre côté puisqu'on maîtrise complètement le périmètre de l'État avec Chorus et son logiciel financier, mais ça donne une idée. Il y a eu une anticipation là aussi importante de la part des ETI, pas tout seuls parce que bien entendu ils ont dû être démarchés par des prestataires de dématérialisation des factures, mais donc l'année 2017 a été utilisée bien entendu par les entreprises avec leurs prestataires pour anticiper les échéances. Et dès 2017, c'est 1,4 million de factures qui avaient été émises par des ETI. Donc on a cette forme d'anticipation qui est intéressante. Bien entendu, un des enjeux forts, c'est les enjeux de PM de l'étape de 2019 et 2020 parce que nous allons être sur des volumes très importants d'acteurs. Il faut savoir qu'en 2017, c'est 80 000 entreprises qui ont émis. En 2020, on cible 1 million d'entreprises. Donc vous voyez l'effet d'échelle très important avec des tailles plus petites et avec des dispositifs de suivi et d'assistance qui vont devoir être importants et avec votre relais, bien entendu, qui est important pour le futur. Alors, peut-être enchaîner sur le sujet plateforme, parce que sinon je vais être trop long, mais simplement vous dire, oui, nous avons mis en œuvre avec Chorus.pro une plateforme multicanal. Quand on dit multicanal, de quoi s'agit-il ? Nous offrons différentes façons d'échanger pour l'émetteur et le destinataire. Chacun peut choisir sa modalité. Donc on a parlé d'EDI, on a aussi un mode API, puisque c'est à la mode maintenant. On expose des services sur Internet qui permettent des échanges de façon synchrone d'informations. Et puis, on a le fameux mode portail qui permet, comme je l'ai évoqué, un certain nombre de dépôts selon les termes de la réglementation. Donc, c'est pour ça que nous parlons de plateforme multicanal. Chacun choisit son canal d'échange. Et bien entendu, nous avons aussi souhaité faire une forme de simplification pour les acteurs et donc la plateforme archive
l'ensemble des flux qui sont transmis, l'ensemble des factures qui sont déposées. Selon les normes en vigueur, nous créons une archive au format, pour ceux qui connaissent XADES, et donc nous apposons bien entendu une signature électronique avec un cachet et un horodatage, et nous conservons pendant 10 ans. Alors vous allez me dire, c'est très bien pour les entreprises, elles sont sauvées. C'est un petit peu plus compliqué que ça, bien entendu. Oui, c'est une aide et c'est une offre de service qui est intéressante pour les acteurs. Il faut d'ailleurs savoir que la plateforme d'archivage est une plateforme de la DGFiP qui s'appelle Atlas et qui d'ailleurs est homologuée par le service interministériel des archives de France. Donc elle a une certaine validité. Néanmoins, une entreprise, elle ne dialogue pas qu'avec le secteur public. Donc bien souvent, de façon assez logique, ça a été évoqué, elle souhaite avoir une vision unifiée de son archivage. Donc oui, c'est une facilité que nous offrons, elle est intéressante, mais elle ne traite pas de l'ensemble de la problématique d'archivage électronique, des factures, parce qu'il y a d'autres clients que le secteur public, mais plus généralement de l'ensemble des documents. Et donc il faut bien se rendre compte que cette offre de service, elle peut être utile. Elle permet de garantir à un acteur, si jamais il avait quelques difficultés, d'aller chercher sa facture pendant 10 ans. On offre cette garantie-là, mais la plupart du temps, bien entendu, les entreprises ont des modalités d'archivage qui leur permettent d'avoir une vision unifiée. Enfin, peut-être, sur cette notion de plateforme multicanal, vous dire, nous sommes reliés à la plupart des opérateurs de dématérialisation des factures, puisque le marché existait avant nous. Chorus Pro, bien entendu, est devenu et est en train de devenir finalement la première plateforme en termes d'opérateurs. C'est une plateforme un peu particulière puisqu'elle est opérée par l'État et elle est reliée à plus d'une vingtaine d'opérateurs de dématérialisation des factures et bien entendu, cela s'étend. Bien entendu avec les leaders du marché sur ce sujet et des volumes qui sont de plus en plus importants qui proviennent de ces opérateurs, puisque notamment concernant les ETI, nous constatons que beaucoup des entreprises de taille intermédiaire ont tendance à ne pas se raccorder en direct, mais à passer par un opérateur pour des raisons de facilité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes quand même dans la relation entre fournisseurs et secteur public dans une mini-révolution, puisque nous sommes dans une phase d'accélération très forte de la dématérialisation, qui offre par ailleurs une traçabilité sur le traitement de la facture, que je n'ai pas évoqué, mais c'est un élément important. Bien entendu, une traçabilité du dépôt, mais aussi la possibilité de disposer d'informations sur l'avancement du traitement de la facture jusqu'à la mise en paiement. Et donc, tout ça est une modernisation considérable de la relation entre l'administration et les fournisseurs, qui va permettre, bien entendu, plus d'efficacité pour les entreprises, mais aussi, bien entendu, plus d'efficacité pour le secteur public. Et c'est important dans cette période où chacun essaye de trouver, bien entendu, des gains possibles sur son fonctionnement. Voilà, merci de votre attention. J'allais juste conclure en disant ce qu'on s'était dit à votre dernier colloque le 22 novembre dernier à Bercy, où on aurait pu être aujourd'hui, de dire justement c'est là où on se rend compte qu'à une époque on parlait de la facture pour le secteur public et de la facture pour le secteur privé, et qu'actuellement c'est la même facture. Une entreprise fait la même facture quel que soit le destinataire, et d'ailleurs, et donc le fait que le secteur public tire complètement la facture électronique fait qu'à partir de 2020 on va assister à une généralisation de la facture électronique de par un petit peu ces éléments, et puis peut-être d'autres petites obligations qu'on a essayé de mettre en place à une époque, loi Macron, des petites choses et tout. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça reviendra probablement d'ici 2020 un petit peu, et tout ça pour dire qu'on soit secteur public, secteur privé, c'est le même combat, on avance ensemble de la même manière, sur les mêmes normes partout, et que tout ça, ça va complètement vers l'universalité de la dématérialisation de la facture et du document. Peut-être quelques questions, oui, quelques questions. Je vais les débiter, comme ça vous pourrez répondre rapidement. Il ne nous reste que 5 minutes. Pour un expert comptable pose la question, mes clients m'envoient par mail des copies de factures scannées. Les documents sont-ils valables pour tenir la comptabilité et établir les déclarations de TVA ?
si je signe ces docs PDF avec ma signature, SigneXpert, le client peut-il détruire les originaux papier? Bon, je vais répondre une réponse d'expert comptable. Bon, déjà, premièrement, le fait de comptabiliser à aujourd'hui, il doit s'assurer quand même que les originaux sont bien conservés. Parce que très souvent, nous travaillons dans les cabinets avec des copies, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'assurer que nos clients n'ont pas les originaux. On va chez le client vérifier si c'est ce qu'il y a. On ne peut pas payer pour ça, nous. Peut-être pas payer pour ça, mais tu peux quand même, dans ta revue de procédure, il peut t'arriver quand même de vérifier et de poser quelques questions clients, savoir comment il classe ses factures, comment il les conserve, comment est organisé son système administratif chez lui. On pose quand même un minimum de questions. Bon. Ouais. Maintenant, on a souvent l'habitude de travailler sur des copies. Donc je vais virer le marchand de cacahuètes que j'ai dans ma clientèle. Non, moi j'ai que ce type de clients. Moi j'ai que des petits clients. Je ne vais pas les virer, je les garde, il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, à faire avec mon système de signature électronique, faire avec SigneXpert une copie fiable, enfin, ou un double électronique de la facture tel qu'on l'a vu tout à l'heure, il faudra un tout petit peu plus qu'un scan, puisqu'il faudra y ajouter au scellement électronique fait avec SigneXpert, il faudra y ajouter obligatoirement un eurodatage et un archivage électronique. Mais il n'y a que SigneXpert. Mais il pourrait le compléter. Donc SigneXpert, c'est la signature de l'expert comptable. Il y a une option pour aller chercher un eurodatage. Donc ça, c'est possible. Donc si vous voulez partir dans un schéma de copie fiable de la facture, il faudrait qu'il rajoute l'eurodatage, l'archivage électronique, mais il a déjà bien démarré, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, et il continue un tout petit peu, il rajoute 2-3 outils, ça ira. Facile, oui, d'accord. Et il n'y a que SigneXpert comme solution. Alors, non, sûr que non. Bah non, ici j'ai un vendeur de certificats. J'avais attention. Voilà. Stéphane, on va être fâché là. Hein, donc j'ai Chambersign à la salle. Voilà. Il y a d'autres, des CertEurope. Enfin, il y a pas mal de Drive. Enfin, il y a pas mal de gens, d'éditeurs de certificats, d'autorités de certification. Voilà, je ne vais pas toutes les citer parce que. Mais donc non, il y a bien sûr. Alors simplement, SigneXpert permet de faire du scellement. Sa principale particularité, c'est une signature qui valide que la personne qui a signé était bien expert comptable le jour où elle a signé. D'accord. Voilà. Donc c'est la signature de l'expert comptable. Voilà. Pas nécessairement le cachet cabinet pour sceller électroniquement les factures du cabinet. D'accord. Encore 2 questions. Donc celui ou celle qui a posé la question, ben voilà, la réponse est là. Pour l'archivage, comment identifier les informations et données à archiver dans une TPE ? On a essayé tout à l'heure de faire un petit... on l'a dit, de tout ce qui est obligatoire. Mais dans la pratique, est-ce que c'est la TPE qui va faire l'archivage ou est-ce que dans la TPE, c'est plutôt l'expert comptable qui va prendre un certain nombre d'éléments et qui va faire son archive en fin d'année, comme il le fait dans le monde papier ? Parce que l'expert comptable aujourd'hui, il met sa compta, il met son dossier de travail, il met... En général, le double les copies de factures, parce qu'il n'a pas toujours il rend les originaux aux clients, il y a souvent des doubles. Donc, il fout tout ça dans un carton archive et il le met. Je pense qu'on va faire dans les cabinets, on doit organiser et faire la même chose. Donc pour assumer les coûts, moi j'ai un conseil à donner aux confrères, aux consoeurs, c'est de rentrer dans la digitalisation. Vous savez, on en parle beaucoup, on fait même des bouquins là-dessus. En fait, c'est tout bête. Vous savez, les scans chez Auchan, les scans à la caisse avec le code barre, en fait, la digitalisation aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Ils ont enfin développé des logiciels qui permettent d'identifier le nom du fournisseur et les indications, etc. C'est aussi bête que ça. Moi, j'ai un confrère qui était tout à l'heure là, et il m'a dit qu'il avait fait des points de marge, je ne dirais pas combien, c'était substantiel, qui lui ont permis de réinvestir et tout. Donc, l'argent qu'il gagne à scanner et à digitaliser, il peut l'utiliser à rentrer one shot, ça ne va pas se faire chaque année, dans cette nouvelle ère du contrôle fiscal. Et puis la dernière question, éditeur pour la signature électronique, éditeur de logiciels web, est-il possible de mettre à disposition des utilisateurs un certificat commun de l'éditeur ou faut-il que l'utilisateur achète son propre certificat ?
Là, c'est un peu chaque éditeur qui a sa... Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui ont leur propre certificat. J'en connais un ou deux, mais ce n'est pas une majorité. Chez Tekin, ça représente... Il y a beaucoup d'éditeurs qui font leur propre certificat ou recourent presque tous à une autorité de certification. Oui. Moi, en mémoire, j'en ai qu'un seul en mémoire. Donc, c'est vraiment très minoritaire. Qui fait quoi, le minoritaire? Qui a un certificat lui-même, qui génère un certificat sur un tout petit bout de ses applications, pas sur les applications comptables, mais sur ses factures. Très bien, donc, merci. Voilà, vraiment... Merci beaucoup. On va conclure maintenant. Merci beaucoup.